Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets, un disque qu'il n'aurait pas emporté, un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Alex. Salut Émeraude. C'est cool de faire ce podcast avec toi. Ça me fait plaisir de te recevoir chez moi, à Bordeaux. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? Je mixe avant tout pour mon plaisir. Le facteur métier est venu peut-être un peu plus tard où d'un seul coup il faut un peu plus professionnaliser en fait ce qu'on fait et ça peut pas juste être un hobby et une passion et en prendre conscience que c'est aussi du business et qu'il faut allier la passion, le plaisir mais également une part un peu plus mercantile comme un deuxième métier on peut dire. Ouais. J'étais quand même assez branché sur tout ce qui était artistique et donc finalement moi au lycée j'ai décidé de faire une école d'audiovisuel pour devenir cadreur, chef opérateur. J'ai commencé à en faire mon métier et tout en gardant la musique en parallèle, ce qui a toujours un peu animé mes deux passions et ça fonctionnait très bien. Et pour ça, c'était du luxe de pouvoir allier les deux, parce que la musique, c'est pas toujours facile de pouvoir en vivre tous les mois et de vivre que de ça. Après, il y a eu des moments plus intenses en musique, avec beaucoup de dates, d'autres un peu moins, mais si on peut également gagner de l'argent, c'est encore mieux, quoi. Il y a eu une période où j'aurais pu vivre que de ça. En 97, j'ai fait mon premier Rex et là du coup j'ai eu l'honneur et le privilège de jouer pour le label Guidance. Je jouais avec Mark Grant et Diz de Chicago et j'étais au resto avant avec les artistes, donc j'avais 20 ans. J'avais un peu les chocottes et en plus il y avait Alton Miller qui était à Paris, qui est un mec aussi de Chicago. Et donc on présente Alton Miller, en plus à l'époque vraiment que j'adorais, que je vénérais. Le gars qui me le présente, il me dit « Ouais, Alton Miller, il a ses congas, il est trop chaud pour venir jouer les congas avec toi au Rex. » Moi, je dis « Bah, bien sûr, à l'époque, j'avais une Twingo, on était parti récupérer les congas, on était parti au Rex. Moi, j'étais avec Alton Miller, où j'étais là, genre, hyper intimidé, et puis en même temps, avec ses congas, et c'était mortel, parce que voilà, ça a été un peu les premières grosses soirées sur lesquelles j'ai joué. J'avais fait aussi des trucs avant pour Magic Garden, j'avais fait quelques trucs. Et d'ailleurs, pour cette date au Rex, c'est assez marrant parce que je travaillais pour une boîte de prod et on faisait un programme pour Eurosport. Ils avaient mis à la fin du générique « Ce soir, tous au Rex Club, il y a Alex Murac. » Mais ouais, le Rex Club, là, cette année-là, ça a été un peu la première grosse date que j'ai eue. Et puis j'en ai fait 2 autres derrière. Et puis à l'époque, finalement, on payait quand même assez bien les artistes. Et cette démarche des promoteurs sur le fait que nous, on achetait beaucoup de disques, que ça coûtait de l'argent. Et au-delà de la prestation qu'on faisait, il fallait quand même nous payer pour finalement tous les disques qu'on avait joués ce soir-là. Et
après, il y a le bateau phare qui est arrivé fin 90. Et là, vraiment, ça a été un super terrain de jeu et tout le monde était hyper content de cette arrivée, de ce nouveau lieu. Et ça a créé des super fêtes comme les Quality qui avaient lieu le dimanche, où finalement c'était super, ça mélangeait vraiment des gens de la mode, des gens de la nuit, des gens de la musique. Et c'est ce qui faisait pour moi des belles fêtes, quoi. Et j'ai eu la chance de beaucoup jouer là-bas aussi toutes ces années, matin, après-midi, soir. Combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves? Alors aujourd'hui, je dois avoir à peu près 3000 vinyles. J'en ai vendu beaucoup pour finalement garder à peu près l'essentiel, on va dire. Je les classe très bizarrement en fait, ça surprend beaucoup de gens, mais je les classe beaucoup par ville. Ce qui est important en fait dans une collection, c'est de savoir s'y retrouver et savoir où sont tes disques. Et ça, c'est vraiment le truc primordial. Il y a une période de Chicago, New York, Détroit. Parce que finalement, chaque ville avait aussi un peu son style et son identité. Et tous ces disques que j'ai achetés pendant ces périodes-là, c'était vraiment autour de ces villes et autour d'un certain style de musique, ce qui finalement était assez évident pour le classement, en tout cas pour moi. Après, effectivement, j'ai quelques bacs qui sont plus dédiés à des styles très précis. Des bacs qui sont plus techno, pour la broken beat. Des bacs qui sont plus funk, soul, disco. Des bacs hip-hop aussi, parce que j'ai vraiment un large panel de musique. Mais après, pour moi, ma collection, j'ai besoin de savoir à peu près où ils sont pour que je puisse pouvoir les retrouver, les rechercher facilement. La période anglaise, la période allemande, et puis après voilà, moi j'ai pas fait de classement en France par ville, mais peut-être plus par pays par exemple. C'est un vrai casse-tête. Quand on est obstiné sur un disque, ça peut rendre dingue parce qu'on peut chercher dans tous les casiers partout et on ira jusqu'au bout parce qu'il faut le retrouver. Et voilà, donc s'il n'y a pas une organisation, voilà, ça peut devenir très compliqué. Et en plus, ça, c'est un peu le bazar en soi. Tu préfères mixer en numérique ou en vinyle? J'ai cru comprendre que c'était pas la même chose. Aujourd'hui, je peux jouer sur les deux supports. Après, je suis un amoureux du vinyle depuis toujours. J'en achète toujours. Je prends beaucoup de plaisir, comme au premier jour, quand je rentre avec un nouveau disque à la maison qui va rentrer dans mes étagères. Voilà. Et après, je trouve que le vinyle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus d'informations aussi sur un disque, sur les artistes, les musiciens qui ont pu jouer dessus. On a un objet entre les mains et ça, c'est hyper important. Après, le digital, c'est aussi intéressant puisque ça ouvre aussi des portes beaucoup plus grandes. J'en ai également beaucoup. Je reçois des promos également de labels en digital. Je regarde beaucoup sur Bandcamp également parce qu'il y a beaucoup de labels, d'artistes aussi indépendants où il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut vraiment jouer un peu sur les deux tableaux. Mais quoi qu'il arrive, je reste un digger en vinyle et j'adore l'objet et j'adore l'utilisation qu'on a du vinyle dans le temps et ça c'est intéressant quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand je vais jouer en club, je tiens toujours à avoir vraiment mon sac à disque quand les conditions sont possibles pour pouvoir jouer des vinyles. Mais j'ai également toujours une clé USB avec moi.
Et ça, voilà, aujourd'hui, dans un club, on peut avoir vraiment un setup avec 2 platines vinyles et 2 platines digitales. Quand j'ai une clé USB, j'ai vraiment la même démarche qu'avec un sac à disque. J'ai pas une clé USB avec des tonnes de morceaux dedans. Par exemple, si je vais jouer une soirée, je vais cibler et faire une sélection pour cette soirée avec ma clé USB pour pas chercher des heures dans des dossiers, des sous-dossiers. Donc finalement, j'essaye de concentrer aussi quand même une sélection, comme avec mon sac à disque, finalement avec à peu près la même démarche, pour avoir une ligne directrice déjà avant d'être à la soirée. J'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. Bon, une très grosse fête avec beaucoup de pression, on va peaufiner peut-être encore plus la chose, mais finalement, même pour une fête entre potes à la campagne, où finalement on a envie aussi de préparer une bonne sélection, parce qu'on sait à peu près quelle va être l'ambiance à peu près du week-end. Et je pense que c'est important d'avoir toujours une démarche, oui, de pas juste prendre des disques et mettre ça là-dedans. Ce qui est important, c'est de savoir quand même à peu près à chaque fois où on va mettre les pieds pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir apporter en fonction de l'heure aussi où tu vas jouer, où tu sais à peu près ce que tu vas devoir prendre. Après, si tu fais un week-end de potes, tu sais que ça peut être un peu plus long que prévu, donc t'as tendance à en prendre un peu plus de style parce que tu sais que tu peux jouer l'après-midi, le soir, voire même jusqu'au petit matin, quoi. Donc tu prends souvent un panel plus large, on va dire. Et c'est quoi ton plus gros club ? Le plus gros club dans lequel j'ai joué, c'est la Fabrique à Londres. J'ai eu la chance de jouer là-bas. C'est mon ami Jeff K, très vieil ami à moi, avec qui on a fait beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup joué. On a également produit des morceaux ensemble. Et puis Jeff, c'est vraiment mon frère. On a vraiment la même sensibilité, la même culture. On a fait une concrète une fois. On a joué 8 heures ensemble en back-to-back, un dit chacun. À la fin, il y a un mec qui me dit « Ouais, on arrête dans une demi-heure. » Je pensais que c'était que le début. Et ouais, un jour, il me dit « Alex, je suis invité à la Fabrique. » Lui, il y avait déjà joué beaucoup de fois. Et il me dit « Alex, j'ai une date à la Fabrique. » Et il me propose de venir avec quelqu'un du label. Ce qui était chaud. Bon, effectivement, ouais, j'ai tout de suite dit oui et ouais, ça a été super. On est partis tous les deux. On est arrivé là-bas, on s'est bien ambiancé dans les pubs et on avait un super dîner le soir avec Jody, qui est la bouqueuse de la Fabrique. Et on était avec Moufdi. C'était assez marrant parce qu'il y a Craig Richards, le résident de la Fabrique, et lui jouait dans la salle 1. Et il avait un retard d'avion, c'était un peu compliqué. Et du coup, Jody a demandé à Jeff s'il pouvait ouvrir la salle 1. Et nous, avec Jeff, on devait jouer dans la salle 3. Et en fait, Jeff est parti à la fin du dîner. Du coup, moi, je me retrouve tout seul. Et en fait, il y a un régisseur qui m'emmène dans le club. Et donc, je me retrouve directement dans la salle 3 et j'ouvre la salle 3. Mais en plus, je n'étais jamais allé à la Fabrique. Et c'est vraiment un club énorme à Londres. Et Jeff me rejoint au bout d'1 heure. Et après, on a joué tous les deux dans la salle 3 toute la nuit. Et on a fini un peu avant les 2 autres salles et finalement à la fin de mon set, du coup il me dit bah viens, je vais te montrer le club. Du coup j'avais pas du tout vu le reste du club et effectivement c'est un truc énorme, c'est super, tout est hyper léché, le sound system. Je commence à prendre conscience de l'ampleur de ce club qui est vraiment une institution à Londres et en Angleterre bien sûr. Surtout en Angleterre, les Anglais, c'est un super public, c'est toujours agréable de jouer devant les Anglais. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Moi, j'ai découvert la musique électronique via mon grand frère. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Un jour, j'avais bien fouillé dans sa chambre et je tombe sur une cassette d'un mec qui s'appelle Benoît Besse, qui finalement est devenu un peu mon mentor. Et c'est vraiment
Les premiers sons de musique électronique que j'ai entendus, moi à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de hip-hop. J'avais 15-16 ans. Et voilà, je tombe sur cette musique qui avait un lien avec le hip-hop. Et je tombe complètement dingue de cette cassette. Et j'essaye de savoir qu'est-ce que c'est que cette musique, d'où ça sort. Et puis rapidement, je découvre la house. Et également la techno. Et voilà, je vais dans les premières rêves, premières fêtes. Voilà, je tombe complètement amoureux de cette musique. J'ai 16 ans, c'est en 1993. J'avais un super pote au lycée qui avait un petit studio au fond du jardin. Et puis je m'en rappelle très bien, on était dans la cour du lycée. Et puis un jour, il m'a dit « Ouais, regarde, moi j'ai une platine. Tu veux pas qu'on essaye d'en trouver une autre ?» Et finalement, moi j'ai récupéré une platine de mon père. C'était une vieille Technics, mais avec un pitch à molette. Truc à courroie qui marchait vraiment très mal. Lui, il avait une ETP, c'était aussi une platine vraiment à courroie qui marchait vraiment pas très bien. On a monté une table de mixage. Voilà, l'aventure a commencé un peu comme ça. Et lui, par chance, il travaillait aussi beaucoup avec le magasin BPM, qui était un des premiers shops de musique électronique à Paris et qui avait un catalogue où on pouvait acheter des disques incroyables, quoi. On a commencé un peu comme ça et puis à cet âge-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc tout l'argent qu'on avait passait bien évidemment dans les disques. Et c'était une époque qui était différente. Finalement, tout était un peu derrière le comptoir. Il y avait quelques disques devant, mais il fallait un peu montrer patte blanche pour avoir des disques. Sauf que nous, on arrivait là-dedans, on avait des têtes de minots, on avait 16 ans. On lui faisait les yeux doux pour avoir « C'est quoi ça ?» pour essayer de « Tu peux nous faire écouter ça ?» Heureusement, Ben Bess nous a un peu introduits en disant « Ouais, c'est bon, c'est les petites chez moi, vas-y, donne-leur des trucs. » Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de disques, en tout cas, que j'ai achetés là-bas, c'est des disques que je peux encore jouer aujourd'hui. Et c'était une époque où il y avait des productions incroyables. Et en plus, ce magasin de disques qui était dirigé par un Italien qui s'appelait Sal Russo. Il y avait Romain Béano, Bertrand, Olivier Le Castor. On avait accès à des disques qui étaient vraiment incroyables. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que tu as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? Le premier disque que j'ai acheté, c'était un disque de Francesco Farfa et Joy Kitty Conti. Bien évidemment, c'est un disque que j'ai beaucoup joué au tout début, puisque au tout début, on n'a pas beaucoup de disques. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sonnent plus très bien, parce qu'on s'entraînait beaucoup avec. J'habitais dans les Yvelines. On prenait le Transilien de l'époque, quoi, et du coup on partait avec nos francs en poche en se disant qu'on allait ramener des pépites à la maison et on savait jamais vraiment ce qu'on allait trouver, quoi. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là il n'y avait pas internet, nous on sortait dans des fêtes, il y avait des disques qui nous hantaient pendant des mois et des semaines. On arrivait au shop, on essayait de leur chanter, ils nous regardaient, non, je vois pas ce que c'est, on avait l'air de deux jeunes cons de 16 ans. On avait quasiment 1 heure de transport pour aller à Bastille, 1 heure pour rentrer. Et on rentrait avec nos petits bijoux et on était contents de les écouter en boucle. Ouais, j'ai commencé à jouer au bout de 2 ans, je devais avoir 18 ans. On avait trouvé une ferme, on a organisé pas mal de trucs, ça s'appelait la ferme du Pou. C'était vraiment une vieille dame qui louait cette ferme, on faisait venir genre 500 personnes là-dedans. Le seul truc qu'on payait avant la soirée, c'était les flyers, parce qu'à l'époque, on communiquait beaucoup avec les flyers. Mais finalement, on avait des plans avec des boîtes de son, ils nous posaient le son, on les payait après, les DJ, on les payait après. L'alcool, on avait un plan avec un pote, son père avait un supermarché, donc il nous donnait l'alcool et on rendait ce qu'on consommait pas. Donc finalement, c'était un peu casse-gueule, on va pas se mentir. Mais on s'en est toujours bien tiré. On n'a jamais vraiment gagné d'argent, mais on n'en a jamais perdu non plus. Nous, on faisait des trucs, à l'époque, c'était en francs, et on faisait la bière à 5 francs, l'alcool à 10 francs. Donc, autant te dire que tout le monde était bien comme il faut à la fin de la soirée. On faisait jouer Pac-Man, Benoît Besse, du coup, qui était de chez nous, Romain Béano, qu'on adorait beaucoup. On a eu la chance d'être beaucoup entourés par eux, et ils nous ont fait découvrir encore plus rapidement cette musique, et c'était super. Est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ?
Quand je prépare mon sac, j'essaye toujours d'avoir une vision quand même de la soirée où je vais jouer pour savoir à peu près quelle tonalité on va être. Finalement, il y a toujours des news, des nouveaux joujoux qu'on a envie d'essayer et qu'on a envie de jouer forcément. On a envie de leur donner de la vie et qu'on s'éclate aussi un peu avec. Il y a toujours quelques vieux trucs qu'on aime bien aussi avoir toujours un peu sous la main. J'aime bien aussi prendre toujours des disques un peu casse-gueule que je joue pas forcément, mais je me dis tiens, dans un moment de folie, ça pourrait bien le faire. J'en ai toujours plusieurs comme ça dans mon sac et ils peuvent y rester sur 2-3 soirées et finalement il y a un moment où ça va être le moment de le jouer, il va avoir son moment et c'est cool de l'avoir sous la main à ce moment-là. Quand je dis casse-gueule, c'est des morceaux un peu plus qui peuvent être un peu barrés, un peu avec un peu de folie dedans et après parfois c'est bien quand on joue d'amener un peu de folie, un peu de twist et ça c'est hyper cool. Il y a un Svek, c'est un disque de Jasper Delbach, c'était Sunday Brunch, When It All Come to This. J'adore ce disque, je le joue de temps en temps, encore. Ça sortait un peu parfois de ce que je pouvais jouer, mais en tout cas, voilà, j'aimais bien l'énergie qu'il y avait là-dedans et ça pouvait créer autre chose. J'ai vraiment un ADN très house, je joue de la house avec un grand H, parce que quand j'ai commencé la musique, on parlait même pas de musique électronique, on appelait ça la techno, et la techno, ça englobait tous les styles. Et finalement, à l'époque, les styles, c'était la house, la trance. Évidemment, des fois, il y a des trucs plus techno, des fois des trucs plus deep house, des fois des trucs peut-être plus minimal, bien sûr, mais voilà, finalement, après, le lien dans tout ça, ça reste quand même la house, quoi qu'il arrive. Parfois, on achète un disque, on va foncer sur un morceau qu'on adore. On est tellement tête baissée sur ce morceau qu'on va jouer plusieurs fois. Et finalement, un jour, on se dit bah ouais, en fait, c'est vrai que je n'ai pas jamais trop écouté l'autre côté. Et puis, d'un seul coup, on est waouh, c'est quoi ce truc ? Il y a des morceaux où tu n'étais pas encore prêt sur une phase B il y a quelques années, et finalement, les réécoutant, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de réécouter ces disques. Tu n'es pas assez prêt aussi sur une certaine approche, sur certains morceaux, sur certains styles, qui, quelques années après, peuvent peut-être te parler un peu plus, quoi. Est-ce que tu as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée ? Par rapport à ça, tu vois, j'ai pas pas d'ego, mais tu vois, des trucs en mode ouais, ça, je vais calmer tout le monde avec ça. Tu vois, il n'y a pas un truc où finalement, ce qui est important, c'est d'amener aussi les choses et que les disques fonctionnent. Mais par contre, j'ai une super bonne anecdote d'une fête avec Jeff K. Ouais, on a fait pas mal de soirées et on allait souvent jouer en Belgique, à Bruxelles, à Anvers, et dont une assez folle. Un de nos super potes, Pires, un mec d'Anvers qui a bossé au shop Wallis Grove avec Queenie. On avait passé tout le début de soirée chez Queenie et après on allait jouer dans une fête. Et en fait, c'était un ancien bateau nazi qui avait été transformé en église. Il y avait une grande croix éclairée et il y avait le pape derrière nous pendant qu'on jouait. Et au petit matin, je sais plus, genre il fait 8h du mat, c'était bien humide. Il faut qu'on range parce qu'à 11h, il y a une messe et nous, on était là. Mais non, c'est pas possible. Vous allez faire une messe là dans tout ce bordel qu'on vient de créer, là, c'est pas possible. Désolé, on va pas rester pour la messe, mais on va plutôt filer à l'hôtel. On n'est pas rentré à l'hôtel après, bien sûr. Quand j'ai découvert cette cassette de Ben Bess, ça avait été vraiment un électrochoc. Et sur cette cassette, il y a un disque qui m'a vraiment suivi tout au long de ces années. Et c'est un disque que je joue encore aujourd'hui. C'est le morceau de Serpico qui s'appelle c'est I Just Can't Stop. Ça peut être un disque Rescue. Il y
a toujours un relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set? Il y avait un petit truc que je disais souvent, je disais c'est quoi, je l'ai joué il y a 20 minutes et il me disait mais je l'ai pas entendu. Il me dit tu veux pas le remettre? Je dis mais non, mais moi je remets jamais 2 fois le même disque. Et du coup ça coupait souvent en cours à la discussion et c'était un moyen de me détacher parfois de ce genre de problème. Ça arrive souvent finalement que tu te retrouves dans des fêtes où il y a toujours quelqu'un devant qui va te faire vas-y fais péter ou finalement voilà, lui il aime la techno mais il est pas du tout il est dans une fête house. Sa seule envie c'est que ça galope, ça bourrine et il est pas du tout au bon endroit donc on peut rien faire pour lui, voilà. On n'est pas là pour s'occuper de lui, on est là surtout pour s'occuper des gens qui sont là pour venir écouter ce qui est prévu quoi. Est-ce qu'un même sac pour 2 fêtes, ça peut marcher? Un seul sac pour 2 fêtes, si on est sur la même tonalité et qu'on est sur la même démarche et le même rendu au final. Mais après, c'est sûr que si je fais le même sac pour une catapulte et que la deuxième soirée c'est pour une fête disco, ça va être compliqué, ouais, ça c'est sûr. Mais après, on s'adapte toujours justement avec les morceaux de face B. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disque? Il y a très longtemps, justement sur les fêtes qu'on faisait à la ferme du Pou chez la grand-mère, au petit matin finalement tout le monde venait en voiture, c'était un peu n'importe quoi à l'époque. Du coup, nous, on avait un peu tout plié, commencé à débrancher le son pour que les mecs ils viennent chercher, tout ça. Et puis à la fin, il restait quelques voitures. Moi, j'étais avec un pote et en fait, je me retrouve devant le coffre de ma voiture et je discutais avec lui, j'avais mon sac à disque. Au bout d'un moment, on se fait la bise, allez, salut. J'ai 20 minutes de route et j'arrive devant chez moi, j'ouvre le coffre et là, j'ai pas de sac à disque. Et là, je me fais un stress en mode mais non, et là, je sais que je l'ai oublié. En fait, je fais pilote de rallye en mode s'il vous plaît, faites qu'il soit encore là. Et finalement, je suis arrivé sur le parking, il y avait un lampadaire et il n'y avait plus aucune voiture, mais il y avait mon sac à disque qui était au milieu de ce parking. Où, peu de temps avant, il y avait peut-être 200 bagnoles. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance de le retrouver ce jour-là parce que je pense que j'en aurais pleuré, quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre? Ça m'est arrivé une fois d'être en galère à Madrid. J'allais jouer là-bas pour José Luis Magoya et il faisait une teuf qui s'appelait Deep à Madrid, qui était une super fête. J'étais arrivé là-bas et j'avais eu un souci avec mon sac de disques que j'ai pu récupérer seulement que le lendemain. Et José Luis avait une grosse collection de disques et heureusement j'étais arrivé tôt et il m'a dit écoute voilà, on est chez moi, on a à peu près les mêmes goûts donc prépare-toi un sac chez moi. Et voilà, bien évidemment j'étais quand même hyper déçu parce que j'allais jouer à cette fête à Madrid où j'avais bien préparé mon truc. C'est une fête où il y avait presque 1000 personnes donc j'avais tout bien imaginé et préparé aussi mon truc. Après finalement il a aussi des très bons disques donc j'ai pu m'adapter. Mais c'était assez particulier parce qu'il y avait quand même une envie et un engouement avant d'arriver là-bas et finalement qui s'est un peu écrasé le fait de ne pas pouvoir jouer avec mes disques, mais finalement ça va, je m'en suis sorti avec les siens. À l'époque, ouais, les flycases, ça se mettait facilement en soute. Maintenant, plus jamais je mettrais des disques en soute. Et surtout un sac à disques qui pourrait être maltraité. Mais j'ai surtout eu beaucoup de chance de les récupérer et qu'il n'y ait pas eu de soucis derrière, quoi. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set? Il y a un morceau de Terence Parker que j'aimais bien, qui s'appelle Your Love, qui est vraiment hyper soulful. En fin de soirée, où on a pu jouer de la house un peu plus costaud, où finalement, si le moment s'y prête, dans un truc un peu cool, j'aimais bien parfois finir avec ce morceau, c'était plutôt cool. C'est un morceau que j'aime bien. Merci Alex. Merci Maud.